est dans l'Ain, un bourg qui s'appelle Lagneux. Stéphane Durand-Soufflant, chroniqueur judiciaire, auteur de Mission divine. On est dans la nuit du 28 au 29 juillet 2008, donc c'est l'été. Un petit garçon, un jeune garçon, Valentin Crémeau, est confié par sa mère à un ami. Cet ami était invité par des voisins à une soirée festive, à une soirée brochette. Georges Martin, directeur d'enquête. Il s'y était rendu avec l'enfant. Valentin commence à s'ennuyer au milieu des convives. Et il aperçoit un vélo, il demande s'il peut l'utiliser, on le lui prête. Il va jouer dans la rue Bulliez sous la surveillance des personnes adultes, puisqu'il est à quelques dizaines de mètres. C'est l'été, il fait beau, les soirées sont longues. Et puis ça va très 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 mal se terminer. À partir de 23h30, la personne chez qui elle est hébergée ne voit plus Valentin. Roxana Nazerzadeh, avocate de Noëlla Ego. Elle va se mettre à la recherche de ce garçon-là. Avec les voisins, chacun part dans une direction opposée et des recherches sont entreprises pour trouver le gamin. C'est le fils aîné qui était parti avec la voiture et qui, dans la lumière des phares, en remontant la rue de Bramafan, va apercevoir le vélo au milieu de la chaussée, s'arrêter, va remarquer la présence des sandales du gamin, et puis dans la pénombre, il remarque une forme. Il s'avance et remarque l'enfant qui est sur le dos, la tête repose sur la marche devant un portillon. Il est ensanglanté, il pense immédiatement qu'il a été fauché par une voiture et prévient les secours tout affolé. Ils font tout ce qu'ils peuvent pour essayer de ranimer cet enfant. On doit constater aux alentours d'1h du matin que cet enfant est décédé. Hubert Delarue, avocat de Stéphane Moitoiré. À partir de ce moment-là, va se poser la question de savoir quelles sont les raisons de la mort, quelle est la cause, quelles sont les causes de la mort de cet enfant. Il présente des plaies apparentes sur le cou, la tête et sur les vêtements, le thorax. Des traces de sang sont aperçues aux abords immédiats du corps, ainsi que sur le portillon, où une trace ensanglantée d'une main qui descend le long de la porte fige un peu la scène avec horreur. On présume que l'enfant a essayé peut-être d'ouvrir cette porte qui était fermée à clé, qui donnait sur un jardin. Un premier médecin, au vu des blessures, pensera qu'il a été attaqué par un chien errant et que ce sont des blessures de chien, tant il y a de blessures, tant il y a de sang. Véritablement, c'est un massacre, il faut dire les choses comme elles sont. Et à ce moment-là, la thèse, c'est une thèse d'un accident de la circulation routière et les traces de sang auraient pu inciter des chiens errants à mordre l'enfant. C'est cette thèse-là qui est retenue dans les premières heures et tout le monde part dans cette direction-là avec des témoignages qui semble accréditer la présence de chiens à ce moment-là. Les gendarmes n'ont relevé aucune trace de choc sur le vélo. Les habitants de cette rue, eux, n'ont rien entendu. Très rapidement, on va se rendre compte qu'évidemment, il y a quelque chose qui cloche. Il n'y a pas de chien dans cette affaire-là, il n'a pas été attaqué par un chien errant. En fait, à 13h30, le point de départ de l'enquête pour nous, il y a un médecin légiste qui fait une levée de corps. Dans les secondes qui suivent, il appelle la gendarmerie en disant il y a 44 plaies qui sont a priori assénées à l'aide d'une arme blanche. La thèse, c'est une thèse criminelle qui s'impose. Valentin vient d'une famille toute simple, une famille pauvre. Gilbert Collard, avocat de la mère de Valentin. Une famille chaotique un peu, il faut le reconnaître. Sa maman a des difficultés à trouver du travail. Valentin, c'est un petit garçon qui va avoir 11 ans, qui est d'un caractère assez joyeux. Petit garçon, comme on dit, sans histoire. Valentin a été décrit par son entourage comme un garçon extrêmement libre, qui est indépendant et qui aime souvent aller vadrouiller dehors et qui s'en sort très bien, qui rentre à la maison, un peu solitaire et un peu libre en fait, et qui n'en fait qu'à sa tête. Est-ce qu'il a assisté à quelque chose qu'il n'aurait pas dû voir? Est-ce qu'il y a une vengeance particulière? Qui en voulait à cet enfant? On se transporte sur les lieux pour jauger un petit peu l'atmosphère. On sera rejoint par le procureur de la République.
À partir de ce moment-là, je me saisis de ce dossier. Cette enquête, c'était un peu une course contre la montre. Jean-Paul Gandolière, procureur de la République de Bourg-en-Bresse. Il fallait aller vite. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'une personne vient de commettre ce crime affreux et que cette personne est en liberté. Et qu'elle peut donc être amenée à récidiver. Des prélèvements ADN ont été faits sur le corps, sur les vêtements. J'ai saisi un laboratoire d'analyse génétique de Nantes parce que ce laboratoire m'avait assuré pouvoir faire l'analyse et nous transmettre le résultat dans les 24 ou 48 heures. Nous avons envoyé les prélèvements, généralement par avion, pour pas perdre de temps. Et on a isolé un ADN masculin inconnu. On n'a pas de nom parce qu'on ne sait pas quelle est cette personne, qui n'est pas inscrite au fichier des empreintes génétiques, mais on a un ADN. Ça, c'est un point très important de l'enquête. On a mené des investigations un petit peu tout azimut. Il enquête tout de suite sur la famille. Le domicile des parents de Valentin est perquisitionné. Leurs 2 voitures sont saisies. La mère de Valentin implore la justice de tout faire pour retrouver l'assassin de son fils. L'assassin de notre fils doit être retrouvé très vite et puni lourdement. C'est la famille qui a d'abord été suspectée, oui. Perte de temps. Perte de temps. Mais ils n'ont rien d'autre, hein. Il faut bien qu'ils prouvent qu'ils travaillent, voilà. La famille sera mise hors de cause par les prélèvements d'ADN. La deuxième piste, c'est le voisinage immédiat, ceux qui ont participé à la soirée arrosée. Les mêmes recherches et les mêmes prélèvements ADN sont effectués, ils s'avèrent négatifs. L'autre piste qui est évoquée, l'enfant se connectait souvent sur Internet. On avait recherché si éventuellement il n'avait pas fait une mauvaise rencontre. Dans le même temps, une autre piste était suivie, celle d'un routard belge qui commettait une effraction dans une zone commerciale d'Agen. Il s'était retourné précipitamment à la vue des policiers qui venaient l'interpeller, avait déclaré spontanément « je viens de là, j'ai fait des bêtises » et il se donnait des coups de couteau. On a fait l'environnement de cette personne, elle était défamant connue en Belgique pour agression à l'arme blanche sur des enfants. On a envoyé une équipe, il a été auditionné, son emploi du temps a été vérifié, il se trouvait à Agen au moment des faits. Néanmoins, il avait fait l'objet d'un prélèvement buccal, et ce prélèvement le mettra hors de cause puisqu'il ne correspond pas à l'ADN. Dans le même laps de temps, les gendarmes reçoivent 1 ou 2 appels de témoins qui signalent la présence de petites taches de sang et des petites gouttes sur une vitrine, notamment de la pharmacie, à quelques centaines de mètres du lieu d'agression, de la scène de crime. Donc on avait décidé d'envoyer une équipe avec un technicien d'investigation criminelle qui va prendre des photos, qui va faire des prélèvements. Et il va reconstituer un itinéraire de fuite où il va constater la présence de petites gouttelettes de sang sur plus de 600 mètres. Donc on avait l'intuition à ce moment-là que ça pouvait être le sang de l'auteur qui aurait pu se blesser pendant l'agression. Dans Lagneux, il y a quelques caméras de surveillance devant certains commerces. On trouve des images d'un individu qui circule en ville, qui a un profil un peu atypique. Il est en short, il a une espèce de sweat noué autour de la taille. Et on a quelques témoins qui relatent avoir croisé cet individu qui leur a paru étrange. 2 sœurs, à 23h30, ont été intriguées de voir passer devant eux un individu au regard noir, qui leur a inspiré un peu de crainte et un peu la peur. Il marchait droit à la vive allure. Elles l'ont décrit comme quelqu'un pouvant être un pèlerin, parce qu'il avait les chaussures de pèlerin, des vêtements et un vêtement noué à la ceinture. Ce détail nous fait-il dans la mesure où on a la caméra qui a filmé une silhouette qui pourrait être identique, et surtout le fait que cet individu passe à 23h30 à quelques mètres de l'intersection avec la rue de Bramafan. Donc le rapprochement était inéluctable. Les premiers résultats d'ADN permettent de relier la scène de l'agression et l'échappatoire, ce cheminement sur 650 mètres, qui nous laisse à penser que l'auteur s'est enfui par cet itinéraire. À ce moment-là, on a pratiquement évoqué toutes les pistes qui s'imposaient à nous. On est un petit peu... on marque un peu le coup. Je me souviens très bien, on était dans une forme d'impasse, puisqu'il n'y avait plus de pistes qui se présentaient à nous. On n'a pas de suspect évident, pas de mobile apparent, et un crime particulièrement sauvage. C'est tellement énigmatique, tellement violent. Ça crée un émoi considérable. Et l'émotion en elle-même est justifiée.
Et les politiques, évidemment, ne sont jamais en reste de ce genre d'affaires. Donc on est en 2008, Nicolas Sarkozy est à l'Élysée depuis 1 an, Rachida Dati est garde des Sceaux, Michel Alliot-Marie, ministre de l'Intérieur, et immédiatement, les ministres se déplacent près des parents de Valentin. Tout ça est extrêmement médiatisé, on promet que le coupable sera arrêté, jugé, avec sévérité. Et puis en plus, dans les annales judiciaires, il y a des crimes d'enfants célèbres dont on sait qu'ils n'ont pas tous été résolus. Je pense par exemple à l'affaire Grégory. Donc en gros, on leur dit débrouillez-vous, mais trouvez-moi le coupable et rapidement, quoi. Il est hors de question que ce crime ne soit pas résolu rapidement. Toutes les pistes ouvertes par les enquêteurs après le meurtre de Valentin mènent à une impasse. Le garçon semble s'être trouvé au mauvais endroit, au mauvais moment. Les gendarmes concentrent alors leurs recherches sur des personnes impliquées dans des incidents dans les jours précédents. À ce moment-là, on élargit le cercle des recherches et on s'intéresse aux personnes de passage qui ont pu passer dans la commune ou aux personnes qui se sont signalées par un comportement particulier. Il se trouve que peu avant le crime, un couple a été contrôlé, pas loin de Lagnieu. Un couple un peu bizarre, des marginaux qui traînaient dans les rues, donc un commerçant a prévenu les gendarmes sont présentés. C'était un couple qui en effet tenait des propos bizarres, assez incohérents, notamment la relation entre l'homme et la femme est assez bizarre. Les gendarmes se souviennent que l'homme semblait vouer à sa compagne une espèce de vénération. Et c'est ça qui avait un peu retenu leur attention à ce moment-là. Le gendarme nous disait qu'ils se disaient pèlerins et qu'ils avaient l'habitude de se déplacer et d'être hébergés dans des salles paroissiales ou des salles communales. Donc nous avons entrepris des recherches pour localiser ce couple. On apprend qu'ils auraient été hébergés dans une salle paroissiale à quelques kilomètres de Lagnieu, à Saint-Sorlin. Le vendredi 1er août, alors que je me trouve au PC Enquête, je croise le directeur d'enquête en la personne du lieutenant Martin. Frédéric Minaudier, gendarme enquêteur. Qui me demande de me rendre à la salle paroissiale de Saint-Sorlin-Bugey. Je découvre un grand local avec plusieurs chaises le long du mur, dont l'une d'entre elles possède des bougies consumées dessus. Des bougies sont également entreposées au sol. Il a été constaté sur la poignée de la porte d'entrée de la salle paroissiale une trace de sang. Les prélèvements sont tous envoyés donc dans les laboratoires privés pour des analyses en urgence. Les résultats du prélèvement sanguin donnent un ADN qui correspond exactement à l'ADN qui a été retrouvé sur le corps de l'enfant. On décide de rechercher à tout prix ces personnes qui deviennent très intéressantes. Donc un portrait robot est établi, une diffusion dans la presse et en parallèle un mandat de recherche. 2 suspects sont désormais officiellement recherchés. Il s'agit d'un couple de marginaux qui se trouvait dans la région le soir du crime et voici leurs portraits robots qui sont en train d'être diffusés partout. Dès la fin des premiers journaux télévisés, vers 13h30, un témoin se manifeste auprès de la brigade du Chélard en Ardèche en signalant qu'il pense avoir aperçu le couple en train de faire du stop. Une patrouille de la brigade du Chélard part à leur recherche et à l'alentour de 14h, ils interpellent un couple. Le couple en question sera identifié. Il s'agit de Stéphane Moitoiret et Noëlla Ego. Stéphane Moitoiret a 39 ans, Noëlla Ego 10 ans de plus que lui. On a évidemment immédiatement fait un prélèvement pour vérifier si c'était bien l'auteur des faits. On avait peu de doute, vous me direz, parce qu'on savait très bien qu'il s'était blessé. Puisqu'en prenant la fuite, en courant, il avait envoyé quelques gouttelettes de sang sur un certain nombre de bâtiments. Et quand il a été interpellé, la première chose qu'on a fait vérifier par un médecin, c'est s'il avait une blessure à la main. Et il avait bien une blessure à l'auriculaire gauche, à la 2e phalange. Et ils sont transférés à Bourg-en-Bresse. Ils sont placés en garde à vue et ils n'avaient pas demandé la présence d'un avocat. Et dès le premier interrogatoire de garde à vue, il se passe quelque chose de très étonnant et de très inhabituel. Stéphane Moitoiret est interrogé par un gendarme. Et donc, la première question qu'on lui pose, c'est son nom, son prénom, son âge. Et évidemment, il sait répondre à tout ça. Et on lui demande sa profession. Et là, il répond « en mission divine ».
Je me retrouve avec un enquêteur de la section de recherche de Lyon à mener la garde à vue de Noëlla Ego. Il fallait d'ailleurs qu'on l'appelle Sa Majesté, Son Excellence. Stéphane Moitoret est aux ordres de Noëlla Ego, puisqu'elle l'emploie comme son secrétaire, elle l'appelle son secrétaire. Elle est même allée jusqu'à nous dire qu'elle avait produit, voire même joué dans plusieurs films comme Underworld, comme Star Wars, comme Matrix. Elle a été découverte en possession d'un tissu qu'elle nous a expliqué est une cape interstellaire lunaire qui lui permettait d'aller dans l'espace. C'est du jamais vu pour nous, c'est une grande première, parce qu'on a bien le sentiment que par moments, ils sont plus en phase avec la réalité. Ils étaient dans un élan mystique qui était évident. Stéphane Moitoret et Noëlla Ego vivent dans un monde totalement imaginaire, aussi bien pour nous que pour eux. Ils font le tour de France et toujours dans un délire mystique non défini, c'est-à-dire pas une religion en particulier, pas une pratique. Ils sont chargés de mission. Le destin a été détruit. Dans le passé, il y a eu des explosions et la Terre a été détruite. Pour remettre en route l'horloge du destin, il faut faire des pèlerinages, car c'est un moyen de comprendre les problèmes en France et à l'étranger. Donc l'émission, c'est elle qui les définit, puisqu'elle est le personnage le plus haut hiérarchique dans l'univers, c'est la majesté de l'univers. Et ça consiste, par exemple, à dire qu'ils sont là pour relancer l'économie financière internationale, notamment à la demande du président de la République. Noëlla Ego nous parle de beaucoup de choses, mais dans son monde, pas dans le nôtre. Nous n'arrivons pas à créer le lien qui nous permet d'aboutir à la manifestation de la vérité. Dès le lundi 4 août, nous avons eu la certitude que l'ADN prélevé sur Stéphane Moitoret correspondait à l'ADN masculin retrouvé à Lagnieu. Malgré cette évidence, Noëlla Ego nous répond qu'il doit s'agir d'un clone de Stéphane Moitoret présent à Lagnieu pour nuire à la mission divine. L'ADN n'impressionne évidemment pas Moitoret. C'est votre sang. Oui, mais d'accord, mais mon sang, ils sont des milliards à avoir le même sang que moi. Alors, vous me dites que c'est moi, c'est pas moi, donc il faut chercher parmi les milliards de mes frères, oui. Nous vivons un certain sentiment de frustration. Nous ne parvenons pas à obtenir la moindre information qui puisse intéresser l'enquête par Noëlla Ego, de même que Stéphane Moitoret. Que s'est-il passé dans cette nuit du 28 au 29 juillet pour arriver à la mort de ce jeune Valentin ? Pendant leur garde à vue, Stéphane Moitoret et Noëlla Ego semblent hallucinés et tiennent des propos incompréhensibles. Pour mieux communiquer avec eux et obtenir des aveux, les gendarmes tentent de savoir qui ils sont et se plongent dans leur passé. Stéphane Moitoret est né dans le département de l'Oise. Il est le dernier d'une famille de 4 enfants. C'est le seul garçon, c'est le petit dernier. Il est un petit peu dans les jupes de sa mère. Je m'appelle Chantal, je suis la mère de Stéphane Moitoret. Stéphane, c'était pas un méchant, pas du tout. C'est quelqu'un qui a du cœur, qui est généreux. Il aimait rire, il était joyeux. Moi, à l'adolescence, il était moins bien. Alors, en même temps, il y avait son père qui était gravement malade. Le père de Stéphane fait une tumeur au cerveau et donc il va devenir progressivement, du fait de cette affection, délirant, angoissé, persécuté. Et Stéphane est très attaché à son père. Il voit l'état de son père progressivement se dégrader. Puis il y a eu le décès. On voyait que il y a des moments où il n'avait pas l'air très bien dans sa peau. Quand il allait prendre son bain, ça arrivait plusieurs fois qu'il s'endorme dans la baignoire avec les robinets ouverts et que l'eau passe sous la porte. En tapant à la porte, il répondait même pas tout de suite. La mort de son père, c'est un déclic, puisque c'est à partir de ce moment-là qu'il va progressivement se marginaliser. Il se cache chez lui, il a peur de la maladie, il se lève 3-4 fois par jour, il ne veut pas qu'on le touche, il prend des repas à part dans sa chambre, il va faire quelques petits boulots de ci, de là, sans grand succès, sans continuité. Et là, dans un bistrot, il va rencontrer Noëlla Ego. Noëlla Ego, c'est une fille qui est née en décembre 59 dans le nord de la France. Roxana Nazerzadeh, avocate de Noëlla Ego. Au sein d'une famille, on va dire, défavorisée socialement, avec certains de ses frères qui ont déjà des problèmes psychiatriques importants. Elle expliquera qu'elle adorait l'école, qu'elle était douée à l'école.
Et sa mère ne souhaite pas qu'elle continue ses études. Et d'ailleurs, Noëlla Ego décrira une femme qui est violente verbalement, physiquement avec elle, mais également une mère qui est dépressive, instable et qui est sujette à hospitalisation. Donc finalement, une enfance pas heureuse, mais avec une volonté d'avoir une belle vie. Elle partira en Italie pour être danseuse dans un club. Elle va se faire attraper dans un réseau de prostitution en Italie. Et donc là, elle va être victime finalement d'agressions sexuelles et de mauvais traitements. Donc elle est partie, elle est revenue en France. Et là, elle a commencé une activité de diseuse de bonne aventure. En fait, c'est comme ça que Moitoret va la rencontrer. Elle est dans un café et elle tire les cartes. Il est assez impressionné par cette femme qu'il trouve très belle. Elle va lui tirer les cartes et c'est comme ça qu'ils vont faire connaissance. Tout d'un coup, c'est le coup de foudre. Il rencontre Noëlla Ego et à ce moment-là, sa vie prend du sens. Noëlla Ego, elle est l'exact contraire de Stéphane Moitoret. Daniel Zaguri, expert psychiatre. Stéphane Moitoret, c'est une coquille vide. C'est quelqu'un qui a du mal à dire un mot et puis un autre ensuite. Noëlla Ego, elle a un univers luxuriant, poétique. On a l'impression d'être dans une bande dessinée. Il est question de mission divine, de boîte à vœux, de roi d'Australie, secrétaire général de la Légion en boîte à vœux. C'est elle qui va remplir cette coquille vide. C'est elle qui va encadrer la vie de Stéphane Moitoret. Et tous les deux vont partir sur les routes. Et pendant 20 ans, il va aimer cette vie. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils parcourent la France à pied, de village en village, en faisant du stop. Et puis, tous les soirs, ils arrivent dans des villages et ils demandent à pouvoir être hébergés au presbytère, à la salle communale, etc., etc. Lui est le secrétaire, c'est-à-dire lui s'occupe des basses heures. Tout ce qui est d'ordre matériel, où on va, ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on doit voir, là, c'est lui. À un moment de leur itinérance, Moitoret et Noëlla Ego vont avoir un enfant. Les services sociaux se rendent compte qu'il y a un problème psychologique important chez les parents. Et quand la petite fille naît, on les convainc d'abandonner leur enfant. Donc ils le font, mais l'itinérance reprend. Je les ai revus vers 94, comme ils purifiaient tout. Fallait pas les toucher, fallait pas les embrasser, fallait pas trop s'approcher pour pas qu'on se touche. Chantal, mère de Stéphane Moitoret. Il y avait des chuchotements quand ils étaient chez moi, parce qu'ils disaient qu'on était écoutés. Quand je les ai retrouvés en 2004, ils sont présentés à moi comme étant des pèlerins australiens. C'est mon fils, et il se présente à moi comme des pèlerins australiens, ça fait bizarre, quoi. C'est à partir du moment où elle va lui expliquer qu'elle est fatiguée physiquement, qu'elle voudrait bien s'établir quelque part et arrêter cette vie, et que lui veut continuer, il va d'abord commencer à avoir ce qu'on appelle des manques de respect par rapport à sa majesté. Il va essayer de la frapper, il va l'insulter. Elle envisage d'arrêter la mission et de se séparer de Stéphane Moitoret, parce que lui vit très mal. Elle est sa raison d'être, sa raison d'exister. Elle peut vivre sans lui, mais lui ne peut pas vivre sans elle. Ça, c'est absolument indiscutable. Stéphane Moitoret et Noëlla Ego. Et à la surprise générale, l'un des deux va finir par craquer. Nous étions éreintés. On tente le tout pour le tout, il nous reste que 4-5 heures de garde à vue. Frédéric Minaudier, gendarme enquêteur. On veut à tout prix obtenir des explications. Donc on tente de multiplier les questions, de ne pas lui laisser le temps de repartir encore dans son monde lunaire. Dès que Noëlla Ego commence à vouloir échapper, esquiver nos questions, eh bien, un des deux enquêteurs que nous étions pose une question, repose une question, etc. Donc on a tenté cette pression-là. Noëlla, à un moment, n'en peut plus, de craque, se met à pleurer et se met à nous raconter réellement tout ce qui s'est passé et pourquoi. Elle confirme le contrôle de gendarmerie de la veille au soir à 19h. Georges Martin,
directeur d'enquête. En disant ce contrôle nous a fortement énervés. Stéphane Moitoret explique à Noëlla Ego qu'il se sent persécuté, qu'il en a marre de vivre de la sorte et qu'il veut procéder à un retour en arrière. L'enquêteur lui demande ce qu'elle entend par retour en arrière. Elle dit c'est un concept que j'ai créé pour nos missions. Pour arrêter une mission qui ne convient plus ou dans laquelle on rencontre des problèmes, faire un retour en arrière, ça consiste à créer un incident. Cet incident consiste à tuer quelqu'un. Donc elle nous explique de suite qu'elle s'est proposée en sacrifice à Stéphane Moitoret. Si tu veux Stéphane, sacrifie-moi, tue-moi, et on vivra une vie meilleure. On fera notre retour en arrière. Il refuse de la tuer et part de la salle paroissiale justement pour mettre à exécution ce fameux retour en arrière. Noëlla Ego nous déclare qu'elle sait que si Stéphane Moitoret va au bout de ses idées, il y aura forcément la mort de quelqu'un. Quelques temps plus tard, Stéphane Moitoret revient à la cure paroissiale et Noëlla Ego constate qu'il est maculé de sang. Elle lui a posé la question, mais d'où tu viens? Il dit, voilà, je reviens, j'ai tué un gamin, j'ai tué un enfant qui jouait sur des marches dans une rue de Lannieux. J'ai été obligé de lui mettre des coups de couteau. Il faut qu'on parte. J'ai croisé 2 femmes, elles vont forcément me reconnaître. Donc il faut partir. Il a placé tous ses vêtements maculés de sang dans un sac poubelle et il s'est ensuite lavé. Et le lendemain, ils ont quitté la salle paroissiale. Avant d'arriver à la nationale, il a abandonné les vêtements en les enfouissant dans un bois. 7 km plus loin, au pont de Sobrénaz, il abandonne le couteau et les fourreaux. Effectivement, on a retrouvé, aux explications de Noëlla Ego, toutes les pièces à conviction, c'est-à-dire les vêtements, les couteaux et les fourreaux. Ce qui est particulier, c'est que tout au long des auditions, Noëlla Ego signe à ses déclarations par Noëlla Ego, Sa Majesté. Toutes les auditions sont similaires, sauf une, celle où elle nous explique le déroulement des faits. Elle a commencé par signer ça, elle s'est reprise, elle l'a rayé et elle a juste mentionné Noëlla Ego. Elle n'est plus dans le monde de Sa Majesté, elle n'est plus dans le monde de la mission divine, elle n'est plus présidente de rien du tout. Elle est avec nous, elle est dans la réalité. Stéphane Moitoret, lui, réfute toute responsabilité. Il dit, mais moi, je suis pas ressorti. Alors, l'enquêteur lui pose la question, mais est-ce que Noëlla Ego ment? Il dit, elle ment pas. Mais c'est sa version, moi, ma version, je suis pas ressorti. À l'issue de la garde à vue, ils sont présentés à un juge d'instruction qui les met en examen et qui les place en détention provisoire. Jean-Paul Gandolière, procureur de la République de Bourg-en-Bresse. En ce qui concerne Stéphane Moitoret, il est mis en examen pour assassinat sur mineur de 15 ans avec acte de torture et de barbarie. Et en ce qui concerne sa compagne, elle est mise en examen pour non-dénonciation de crime, pour dissimulation de preuves, pour non-empêchement d'un crime, et puis pour complicité de l'assassinat commis par Stéphane Moitoret. Est-ce qu'on a affaire à des gens qui ont déjà tué par le passé, quoi? Ce qui taraude les enquêteurs, c'est savoir s'il y a des faits antérieurs qui peuvent leur être reprochés. On a l'initiative de faire ouvrir une ligne verte pour d'éventuels appels de témoins. Et Dieu nous en a pris, puisqu'il y a eu d'innombrables appels de toute la France. En fait, de gens qui signalaient le passage en des époques totalement différentes. On arrive sur un événement très troublant qui s'est déroulé 2 ans avant dans une localité de la Vienne. À l'occasion d'un mariage, un des témoins a sous sa responsabilité 5 ou 6 jeunes enfants. Il n'y a qu'un garçon qui est prénommé Valentin. Et elle s'aperçoit qu'il manque le garçon. Elle se retourne et elle voit le garçon dans les bras d'un couple qui est à vélo. Elle s'approche du couple. Mais qu'est-ce que vous faites? C'est l'élu, il faut qu'il vienne avec nous. Elle réussit dans la discussion à reprendre l'enfant. Et les deux marginaux s'en vont. Stéphane Durand-Soufflant, chroniqueur judiciaire, auteur de Mission divine. Le truc qui est très étonnant, c'est qu'une semaine plus tard, ils se présentent au domicile des mariés pensant que c'est leur enfant, probablement, et leur tiennent un discours totalement échevelé en expliquant qu'il faut qu'ils emmènent Valentin, que c'est l'élu, que sinon il va s'abattre de grands malheurs sur la famille, s'ils ne prennent pas l'enfant, ils proposent de l'argent. Les jeunes mariés relèvent l'identité du couple, Stéphane Moitoret et Noëlla Ego.
et les envoie dans une mauvaise direction. Évidemment, donne pas l'adresse du petit Valentin et on n'entend plus parler d'eux. Ça va devenir une nouvelle charge parce que juridiquement, les magistrats ont estimé qu'il y avait suffisamment d'éléments pour constituer la tentative d'enlèvement. Comme l'enfant s'appelle Valentin, il y a eu d'énormes investigations sur le prénom de Valentin qui ont été faites. Donc les gendarmes se sont mis à chercher dans des grimoires l'origine du prénom Valentin, les Valentins célèbres de l'histoire. Valentin, prénom qu'on retrouve de manière récurrente dans les carnets de notes de Noëlla Ego qui écrit de manière assez incohérente son parcours. Roxana Nazerzadeh, avocate de Noëlla Ego. Il y a une récurrence de thèmes autour de l'enfant. Si on se rappelle bien, ils ont un enfant tous les deux. Et au final, dans la folie de leur quête, il y a la conviction que le monde va être sauvé grâce à un enfant qui est l'élu et qui s'appelle Valentin. Est-ce que, quand Stéphane Moitoiré est arrivé à Lagneux, qu'il a vu un enfant faire du vélo, il a pu saisir le fait que cet enfant s'appelle Valentin? C'est peut-être une simple coïncidence, mais évidemment, elle est très troublante. Donc il y a eu beaucoup d'investigations qui ont été faites, mais qui n'ont pas permis de déboucher sur quoi que ce soit. On n'en sait rien vraiment. La reconstitution a lieu en 2009, pendant le cours de l'instruction qui se déroule sur 2 années environ. Ah, voilà, alors venez monsieur, on va marcher sur le trottoir. Ça va? Oui. Donc il y a eu une reconstitution avec Stéphane Moitoiré, un énorme périmètre de sécurité. Donc je vais vous demander d'approcher, là. On a un peu découvert son apparence physique à ce moment-là. Donc on va essayer de comprendre par rapport aux traces et aux constatations qui ont été faites sur l'enfant ce qui s'est passé. Si ça vous rappelle quelque chose, vous êtes bienvenu à expliquer, monsieur Moitoiré. C'est pas Bellebarre. Et ça c'est Bellebarre. Mais qui c'est Bellebarre? Dans ses auditions et lors de la reconstitution, Stéphane Moitoiré met très souvent en cause un certain Bellebarre. C'est quelqu'un dont il avait très peur. Et qui est-ce qui connaît Bellebarre? Beaucoup de monde en France. Beaucoup de monde en France. Mais vous le connaissez physiquement? Ah oui. Et il fait quoi dans la vie, Bellebarre? Il complote, c'est tout ce qu'il fait. Il complote. Et Voilà. qu'est-ce qu'il a à faire avec un enfant? C'est pour m'enfoncer moi, c'est pour ça. Il vous en veut, Bellebarre? Bien sûr. Pourquoi il vous en veut, monsieur Moitoiré? Faut lui demander pour cette fois-ci. Et en fait, c'était une sorte de démon, en réalité, un être fictif, mais qui joue un rôle assez important dans le délire de Moitoiré. En gros, c'est son mauvais génie. À chaque fois qu'il va faire une bêtise, c'est Bellebarre. La question de la santé mentale est absolument fondamentale, parce que en France, si les experts établissent qu'il y a une abolition du discernement, au moment de l'accomplissement des faits, pour quelque raison que ce soit, on ne peut pas être jugé par une cour d'assises. Noëlla Ego, je l'ai rencontrée à la maison d'arrêt de Dijon. Elle demandait que ça. Daniel Zaguri, expert psychiatre. De raconter cette histoire qui a soutenu toute son existence. Ça fait plusieurs années que je ne m'entendais pas bien avec lui. Il est resté avec moi dans la mission parce qu'il était engagé comme volontaire de mission divine. Et c'était insupportable. Elle a ce qu'on appelle un délire paraphrénique. Et la paraphrénie, ce sont des sujets qui sont à la fois dans notre monde, qui peuvent communiquer avec nous, qui sont adaptés, qui ont un boulot, qui ont des activités, et puis qui, à côté de ça, ont un refuge dans un univers délirant tout à fait fantastique. Dans la mesure où elle avait sauvegardé un contact avec la réalité, il était impossible de conclure à l'abolition du discernement, contrairement à Stéphane Moitoiré. Il souffre de schizophrénie paranoïde. À ce moment-là, il perd le contrôle de lui-même. Il est envahi par une angoisse qu'on dit déstructurante. Et à ce moment-là, l'idée délirante à laquelle il va s'accrocher, c'est celle du retour en arrière. Délirant, évidemment. Nous avons conclu à l'abolition du discernement de Stéphane Moitoiré. De l'avis de notre collège, il n'y a pas d'autre explication que la maladie à l'acte qu'il a commis. Et il y a eu ensuite un collège qui a estimé que Stéphane Moitoiré souffrait de paraphrénie. Ce diagnostic, à mon humble avis, il ne tient pas la route plus de quelques secondes. On est devant un cas très difficile. C'est la raison pour laquelle le juge d'instruction
a sollicité plusieurs expertises. 10 experts ont été désignés, c'est assez inhabituel, mais c'est lié à la complexité et au caractère très délicat de cette affaire. J'ai rencontré Stéphane Moitoret en 2010 à Lyon, à la maison d'arrêt de Corba. Daniel Setlen, expert psychiatre. Dans sa cellule, il avait une vie active, il écrivait, il priait, il lisait, il n'a pas une vie d'un malade mental qui reste un peu béat toute la journée. Alors, il y avait une partie de lui qui était folle, c'est vrai, mais il n'était pas fou au sens hors de la réalité. Il était capable de s'adapter à une certaine réalité, à la réalité quotidienne qu'il avait avec Noëlla. Comme d'aller chercher la nourriture, comme d'aller chercher des logements, d'accepter d'écouter la bonne parole de Noëlla. C'était un délire de paraphrène. Et quand un schizophrénie tue, il le tue avec un objectif d'hallucination. Or là, on n'a pas eu l'impression que c'était un objectif d'hallucination, on a eu l'impression que c'était un objectif de règlement de compte. C'était contre Noëlla. Pourquoi tu ne te veux pas dire que tu t'es disputé avec moi, que je t'ai demandé de partir ce soir-là et de me rendre mes papiers d'identité avant? Pourquoi tu ne veux pas l'avouer? Tu as quelque chose à cacher, j'ai l'impression que c'est contre moi et que tu as fait cette chose-là, cette bêtise-là, que c'est que ça me retombe dessus. Je me retrouve emprisonnée, tout ça. Moi, nous avons considéré que c'était un crime passionnel et pas un crime délirant, même si c'est sous-tendu par une forme de délire. Massacrer un enfant de 12 ans qu'on ne connaît pas, qu'on croise, qui fait du vélo, n'est pas un acte de simple colère. Ça n'est pas possible. Quand on dit que quelqu'un est irresponsable, ça veut dire que c'est une abstraction qui tue. Il n'y a plus d'humanité. Gilbert Collard, avocat de la mère de Valentin. La famille avait besoin d'une humanité, d'un responsable. Elle ne pouvait pas supporter l'idée que l'enfant ait été tué par une catégorie psychiatrique soignable. Les deux accusés sont finalement jugés responsables de leurs actes et aptes à y répondre. Leur procès s'ouvre le 5 décembre 2011 à la cour d'assises de l'Ain. Alors le procès s'ouvre devant la cour d'assises de l'Ain, à Bourg-en-Bresse. Il y a une pression médiatique terrible. Il y a une foule très nombreuse qui est venue soutenir les parents de Valentin. Les familles souhaitent savoir ce qui s'est passé, souhaitent comprendre ce qui est arrivé à Valentin. Stéphane Moitoret et Noëlla Ego sont amenés au palais de justice dans une ambiance ultra sécuritaire. En général, on voit ça dans le très grand banditisme ou le terrorisme, on ne voit pas ça dans les procès de droit commun. On a deux accusés totalement atypiques. L'un défendu, Stéphane Moitoret, par des ténors du barreau. La famille de Valentin Crémeau, qui est défendue par un autre avocat qui connaît tout aussi bien la procédure pénale, les assises, qui est médiatique et qui a le beau verbe. Et puis, il y a Noëlla Ego, qui a un avocat qui, en tout état de cause, n'est pas un avocat pénaliste et encore moins chevronné des assises. J'ai le souvenir d'une accusée extrêmement figée. Vous savez, elle était extrêmement prudente. Elle répondait à minima, personnage totalement insaisissable. Contrairement à Stéphane Moitoret, qui était plus désordonné, évidemment, mais très bredouillant, pas clair du tout. Honnêtement, je pense qu'il était trop médicamenté pour pouvoir répondre. Moitoret est sous neuroleptique. Hubert Delarue, avocat de Stéphane Moitoret. Le président pose des questions et lui, et moi, on essaie, on connaît le dossier, donc on répond à sa place. Donc on ne s'intéresse qu'à elle. Et on lui invente ce rôle d'instigatrice par la pensée qu'elle a mis dans la tête de Moitoret, etc. Bon. Donc c'est elle la diablesse, c'est elle la sorcière, et c'est comme ça qu'elle va être reconnue coupable de complicité de meurtre par instruction. En fait, la complicité, elle était recherchée dans le lien qui unit ce couple. Tous les concepts créés par Noëlla Ego passaient de l'un à l'autre. Et c'est en cela, sur cet élément, que pouvait se fonder la complicité de Noëlla Ego. Pour Stéphane Moitoret, compte tenu de l'altération de son discernement et du contrôle de ses actes au moment des faits, j'ai demandé une peine de 30 années de réclusion criminelle. Et pour elle, 18 années de réclusion criminelle. Et Stéphane Moitoret a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, donc au-delà de mes réquisitions. Et Noëlla Ego a été condamné à 18 années de réclusion criminelle.
Le procès en appel a eu lieu 2 ans après, à Lyon. Stéphane Moitoiret, lui, il est défendu toujours par Franck Berton et Hubert Delarue, qui, eux, veulent à tout prix faire admettre aux jurés que leur client est fou allié, en fait. C'est compliqué parce que leur client ne supporte pas qu'on mette en doute sa santé mentale. Ce qui donne lieu à plusieurs accrochages entre eux pendant le procès. Ah, il nous a viré, moi, 2 fois. Vous avez dit que j'étais fou, moi j'aurais dû prendre Collard. Ce Collard est bien meilleur avocat que vous. Hein. Alors lui, il a du talent, puis alors il est connu, hein, c'est pas comme vous. Non, lui il est très très bien, Collard. J'ai questionné Moitoiret à plusieurs reprises. Il comprenait ce que je lui disais, mais il se réfugiait dans une stratégie de défense qui était l'incohérence. Dès l'instant où ma question ne le dérange pas, il me répond normalement. Dès l'instant où ma question le dérange, nous partons dans la stratosphère, nous partons dans l'étoile de Sirius. C'est le grand procès de la science psychiatrique. 10 experts se sont affrontés parmi les plus grands. On a assisté à des affrontements d'ego, à des affrontements de chapelles, à des affrontements d'écoles. J'ai envie de dire que cette affaire nous a tous rendus un peu dingues. On s'est discrédité, là, parce que sur 10, il y en a 4 ou 5 qui étaient d'un avis totalement différent. Il va y avoir une sorte de bascule, un moment assez incroyable où le vrai Moitoiret s'est révélé tout d'un coup publiquement à la cour d'assises. Il se lance dans une espèce de monologue interminable. On est dans la folie la plus parfaite, la plus totale. Il délire, il est totalement délirant. Et il se lance, dans des histoires, les clones, etc., les Allemands, machin, les persécutions, Sarkozy, enfin, ça part dans tous les sens. On se dit, mais c'est pas possible que les jurés n'aient pas compris, là. Là, franchement, on n'a même plus besoin des psychiatres. Tout démontre que le crime qui a été commis par cet homme est le crime d'un schizophrène. Alors il tient des propos incohérents à l'audience, d'accord. Mais la responsabilité pénale s'apprécie au moment des faits, et pas à l'audience. On sait qu'au 44e coup de couteau, il s'échappe, il fuit. Et il n'a de cesse à ce moment-là de vouloir effacer les traces compromettantes. Donc il a une certaine part de conscience. Noëlla Ego a changé d'avocat. Elle a désigné une brillante pénaliste et qui a décidé, elle, de faire une défense beaucoup plus offensive sur les lacunes du dossier en ce qui concerne sa cliente. Noëlla Ego s'est retrouvée condamnée en première instance parce qu'elle avait inventé le concept du retour en arrière. Eh bien, on a interrogé en instance d'appel le directeur d'enquête. Très bien, qu'est-ce que c'est le retour en arrière? Pouvez-vous nous expliquer qui a parlé de ce concept? Pouvez-vous nous dire en quoi consiste ce concept? Et donc, plus les questions sont précises, plus vous voyez que les réponses sont imprécises, et plus vous voyez qu'en fait, ce concept n'existe pas, ou en tout cas n'a pas de rôle dans, hélas, le meurtre de Valentin. Et il n'y a pas de preuves, il n'y a pas de mobile, il n'y a pas de volonté, il n'y a pas de personnalité, il n'y a rien qui démontre qu'elle aurait fait quoi que ce soit, tout simplement. C'est très difficile d'avoir des éléments qui permettent de confondre un instigateur. Nous apparaissait comme l'instigatrice d'un mode de fonctionnement. Est-ce qu'on a été suffisamment clair pour expliquer ce fonctionnement-là? On peut poser la question. J'ai requis contre Stéphane Moitoiret la même peine qu'en première instance, c'est-à-dire 30 ans de réclusion criminelle, et contre Noëlla Ego la même peine aussi qu'en première instance, c'est-à-dire 18 années de réclusion criminelle. Donc les jurés vont délibérer, et quand ils reviennent, ils condamnent Stéphane Moitoiret à 30 ans de réclusion criminelle, donc ils n'acceptent pas l'idée que son discernement est aboli. En revanche, un résultat totalement extraordinaire pour Noëlla Ego, qui se voit condamné à 5 ans de prison pour la fameuse tentative d'enlèvement mystérieuse de 2006, qu'on a retenue à son passif. La famille en voulait surtout à Moitoiret, c'est lui qui a tué. C'est sa main qui a tué, donc la condamnation a été un apaisement pour la famille. Moi, j'ai un sentiment d'échec, parce que je pense que la justice s'est trompée. Mais Moitoiret, moi, il m'a dit, je suis content. Je suis condamné. Donc, c'est ce que je vous dis depuis le début. Je ne suis pas fou, voyez-vous. Car si j'étais fou, j'aurais pas été condamné. Donc, finalement, vous n'êtes pas de mauvais avocat quand même. Je vous reprends. Vous pouvez me donner votre carte parce que je risque
peut-être encore d'en avoir besoin. Noëlla Ego a purgé sa peine et vit aujourd'hui dans une structure d'accueil. Condamné à 30 ans de réclusion, Stéphane Moitoiré est quant à lui toujours en prison, tandis que les enquêteurs continuent à éplucher les cold cases des lieux où il serait passé. Il y a des personnes qui marquent les lieux où elles passent. Et puis il y a celles qui glissent à travers les paysages sans jamais s'y fixer. Bradley John Murdoch appartenait à cette seconde catégorie. Pendant des années, il a traversé l'Australie comme un fantôme. Toujours en mouvement, toujours en marge, changeant de travail, de fréquentation, parfois même de nom. Peu de photos, peu d'amis durables, presque aucune trace stable. Quand son nom surgit dans l'une des affaires criminelles les plus marquantes du pays, beaucoup se posent la même question. Comment un homme peut-il vivre aussi longtemps sans réellement exister aux yeux des autres? Bradley John Murdoch naît en 1958, dans une Australie en pleine transformation. Le pays grandit, s'urbanise, mais conserve encore de vastes zones reculées où l'on peut disparaître sans effort. Dès le départ, Bradley semble appartenir davantage à ces espaces ouverts qu'aux structures établies. Son enfance est marquée par l'instabilité. Peu d'éléments indiquent un foyer solidement ancré, une trajectoire claire ou des repères durables. Il ne grandit pas dans un cadre structuré qui offre des certitudes. Au contraire, il évolue dans un environnement où les ruptures sont fréquentes, où les choses changent sans prévenir. Très tôt, Bradley apprend à ne pas s'attacher. À l'école, il ne se fait pas remarquer. Il n'est ni un élève brillant, ni un élève à problème. Il est discret, en retrait, presque transparent. Les enseignants se souviennent peu de lui. Les camarades encore moins. Il traverse les années scolaires sans laisser d'empreinte particulière, comme s'il s'entraînait déjà à passer inaperçu. Ce qui frappe, avec le recul, c'est l'absence de projection. Là où d'autres adolescents commencent à imaginer un avenir, un métier, une famille, une place dans la société, Bradley ne semble jamais se poser ces questions. Il vit dans le présent immédiat, sans plan à long terme. Il développe très tôt une méfiance profonde envers l'autorité. Les règles, les horaires, les cadres fixes lui donnent l'impression d'être enfermé. Il supporte mal la contrainte, surtout lorsqu'elle est imposée par des institutions, écoles, employeurs, administration. Plutôt que de s'opposer frontalement, il adopte une autre stratégie. Il se retire. Bradley apprend à disparaître avant même qu'on ne le remarque. Il évite les conflits en quittant les lieux. Il évite les responsabilités en changeant d'environnement. Il préfère partir plutôt que s'expliquer. À l'âge adulte, cette manière d'être devient un mode de vie. Il enchaîne les emplois temporaires, mécanicien occasionnel, conducteur, travailleur manuel sur des chantiers isolés. Des métiers qui ne demandent pas de diplôme, peu de justificatifs et surtout peu de liens humains durables. Il n'accumule rien. Ni bien, ni relations profondes, ni obligations à long terme. Il vit souvent dans des véhicules aménagés, parfois dans des campements temporaires, parfois chez des connaissances de passage. Son existence se résume à l'essentiel. De quoi manger, de quoi rouler, de quoi repartir. Ce choix de vie n'est pas spectaculaire. Il n'a rien de romantique. Il est rude, solitaire, parfois inconfortable. Mais pour Bradley, il offre une chose essentielle. La liberté totale de disparaître. Au fil des années, il devient de plus en plus difficile à suivre. Son nom apparaît rarement dans les registres officiels. Il ne laisse pas de traces administratives continues. Pas de bail. Peu de contrats. Pas d'adresse fixe. Pour les autorités, il n'est personne. Pour la société, il n'existe presque pas. Ce qui est troublant, c'est que cette invisibilité n'est pas le fruit du hasard. Bradley développe une véritable compétence à se fondre dans le décor. Il sait quoi dire, et surtout quoi ne pas dire. Il parle peu de son passé. Il donne rarement des détails personnels. Ceux qui le croisent le décrivent comme calme, parfois distant, rarement expansif. Il peut paraître serviable, poli, presque banal. Rien, dans son comportement immédiat, ne provoque la méfiance. Et pourtant, derrière cette façade neutre,
se construit un homme sans attache, sans témoin, sans histoire clairement racontée. Bradley Murdoch n'est pas quelqu'un qui fuit quelque chose de précis. Il fuit l'ancrage lui-même. Il ne cherche pas à construire une vie. Il cherche à rester en mouvement. Avec le temps, cette errance devient son identité. La route remplace le foyer. Les kilomètres remplacent les souvenirs. Les visages se succèdent sans jamais s'imprimer durablement. Et sans que personne ne s'en rende compte, Bradley John Murdoch devient exactement ce que son mode de vie permet. Un homme que personne ne connaît vraiment. Et que personne ne remarque quand il passe. Un homme déjà presque invisible. Pour Bradley John Murdoch, la route n'a jamais été un simple moyen de transport. Elle est devenue, avec le temps, une identité complète. Une façon d'exister sans jamais se fixer. Une manière d'échapper aux attentes, aux contraintes, aux regards insistants. L'Australie offre un terrain parfait pour ce genre de vie. Des milliers de kilomètres de route droite, parfois sans fin. Des paysages immenses où l'on peut rouler pendant des heures sans croiser personne. Des zones si isolées qu'elles semblent hors du monde. Murdoch s'y sent à sa place. Il ne suit pas d'itinéraire précis. Il roule jusqu'à ce que l'argent manque, jusqu'à ce qu'un véhicule tombe en panne, jusqu'à ce qu'un travail temporaire se présente. Puis il repart. Toujours. Ses journées se ressemblent. Conduire, réparer, attendre, observer. Il dort souvent dans son véhicule, parfois chez des connaissances de passage, parfois dans des endroits où personne ne pose de questions. Il vit avec peu. Très peu. Mais cela lui convient. Ce mode de vie lui permet surtout une chose essentielle, ne rendre de compte à personne. Bradley Murdoch n'a pas de routine stable. Pas de lieu où l'on pourrait dire « il est sûrement là ». Pas de cercle social constant. Les gens qu'il rencontre le décrivent souvent de la même façon, calme, réservé, parfois méfiant, rarement expansif. Il parle peu de son passé. Il évite les questions personnelles. Il écoute davantage qu'il ne raconte. Et lorsqu'il parle, ses récits restent vagues. Des fragments, des demi-vérités, des anecdotes sans racines. Cette discrétion n'est pas accidentelle. Elle fait partie de sa manière d'être. Murdoch comprend instinctivement que moins on en sait sur lui, moins on peut l'atteindre. Sur la route, il n'est pas rare qu'il change de nom ou donne des informations approximatives. Non pas pour impressionner, mais pour rester flou. Insaisissable. Comme s'il voulait toujours conserver une porte de sortie invisible. Les stations-service, les relais routiers, les aires de repos deviennent ces lieux de sociabilité. Des espaces où les interactions sont brèves, fonctionnelles, sans lendemain. On échange quelques mots. On partage parfois un café. Puis chacun reprend sa route. Et Murdoch disparaît. Ce qui frappe chez lui, c'est cette capacité à se fondre dans le décor. Il n'attire pas l'attention. Il ne provoque pas. Il n'exhibe rien. Dans un pays où le voyage et la route font partie de la culture, il ressemble à tant d'autres routards. Mais à la différence de beaucoup, il ne cherche ni l'aventure, ni la découverte, ni même la liberté au sens romantique du terme. Il cherche l'effacement. La route lui permet de ne jamais être confronté trop longtemps aux autres. De ne jamais construire quelque chose qui pourrait se retourner contre lui. Chaque relation est temporaire. Chaque lieu est provisoire. Et surtout, ce mode de vie rend toute tentative de suivi presque impossible. Il n'y a pas de dossier clair. Pas de trajectoire logique. Pas de schéma répétitif. Bradley Murdoch devient ainsi un homme sans centre. Un individu qui existe uniquement dans le mouvement. Uniquement dans le passage. Et plus le temps passe, plus cette errance devient une seconde nature. La route n'est plus un choix. Elle est une nécessité. Une structure mentale autant que géographique. C'est cette invisibilité progressive, construite jour après jour, kilomètre après kilomètre, qui rendra, plus tard, toute enquête si difficile. Car lorsqu'un homme passe sa vie à ne laisser aucune trace durable, il finit par devenir exactement ce qu'il cherchait à être. Quelqu'un que personne ne connaît vraiment. La Stuart Highway traverse l'Australie comme une cicatrice interminable. Une route droite, brûlée par le soleil le jour, glaciale et silencieuse la nuit. Des centaines de kilomètres sans village, sans lumière, sans présence humaine durable. Ici, le temps semble s'étirer, et chaque arrêt devient un événement. Le 14 juillet 2001,
2 jeunes routards britanniques, Peter Falconio et Johan Lees, roulent vers le nord. Ils voyagent depuis plusieurs semaines, découvrant l'Australie à leur rythme, alternant petits boulots, trajets improvisés et nuits passées sur la route. Leur van n'est pas neuf, mais il tient bon. Jusqu'à ce moment. En début de soirée, alors que la nuit commence à tomber, ils remarquent un problème mécanique. Le véhicule perd de la puissance. Le moteur fait un bruit inhabituel. Sur cette route isolée, ils n'ont pas beaucoup d'options. Continuer serait risqué. Ils décident de s'arrêter sur le bas-côté. Autour d'eux, le désert s'étend à perte de vue. Pas de lampadaire. Pas de maison. Juste le vent, la route et le ciel immense. Ils attendent. Les minutes passent. Puis le bruit d'un moteur se rapproche. Un véhicule ralentit. Un homme s'arrête. Il descende calmement. Il semble détendu. Rien dans son attitude n'évoque un danger immédiat. Il parle avec assurance. Il dit avoir remarqué leur van depuis quelques kilomètres et propose de l'aide. Il suggère un problème simple, mécanique, qu'il a déjà vu ailleurs. Dans ce contexte, son intervention paraît presque rassurante. Sur une route aussi isolée, refuser de l'aide serait inhabituel. Johan et Peter acceptent. L'homme inspecte le véhicule. Il parle peu de lui. Il se concentre sur le problème. Il semble savoir ce qu'il fait. Tout, dans son comportement, inspire une normalité presque banale. Mais quelque chose change. L'atmosphère devient plus lourde. Les gestes se font plus précis. Le temps semble ralentir. Ce qui n'était qu'un arrêt mécanique se transforme en un moment suspendu, difficile à définir, mais profondément inconfortable. Ce qui se déroule ensuite bouleversera définitivement la trajectoire de cette nuit, et de toutes celles qui suivront. Johan Lees parvient à s'échapper. Elle court dans le noir. Elle se cache dans le désert. Pendant des heures, elle reste immobile, le corps figé, à écouter les bruits de la route. Chaque véhicule qui passe est une menace potentielle. Chaque silence est plus inquiétant encore. Quand elle finit par atteindre une station-service au petit matin, elle est en état de choc. Ses mots sont confus. Son récit est fragmenté. Elle parle d'un homme, d'un arrêt, d'une aide qui n'en était pas une. Peter Falconio, lui, n'est plus là. Les recherches commencent immédiatement. Les autorités quadrillent la zone. Mais le désert est vaste. Impetoyable. Les traces disparaissent vite. Les indices sont rares. Aucun témoin direct. Aucune caméra. Aucun enregistrement. Ce qui reste, c'est un récit fragile, livré par une survivante traumatisée, et une route qui n'a rien vu, rien entendu, rien retenu. Très vite, cette affaire choque l'Australie entière. Comment un tel événement a-t-il pu se produire sur une route fréquentée? Comment un homme a-t-il pu surgir, agir, puis disparaître dans un espace aussi ouvert? Et surtout, qui était cet homme? À ce moment-là, son nom n'est encore connu de personne. Mais quelque part, sur ces routes infinies, Bradley John Murdoch continue de rouler. Invisible. Silencieux. Comme s'il n'avait jamais été là. Lorsque l'enquête progresse enfin, un nom commence à émerger, Bradley John Murdoch. Mais à ce stade, ce n'est encore qu'un nom parmi d'autres. Un nom sans visage clair, sans adresse fixe, sans passé facilement vérifiable. Pour les enquêteurs, Murdoch n'est pas un suspect classique. Il n'a pas de domicile stable. Il ne travaille pas de manière continue. Il n'a pas de cercle social structuré. Il ne laisse derrière lui ni facture régulière, ni contrat, ni habitude facile à retracer. Il est, en quelque sorte, un angle mort administratif. Les autorités doivent alors changer de méthode. Plutôt que de partir d'un lieu ou d'un emploi, elles tentent de reconstituer une trajectoire, un mode de vie. Elles s'intéressent aux routes qu'il emprunte, aux véhicules qu'il utilise, aux rares personnes qui l'ont croisé suffisamment longtemps pour s'en souvenir. Chaque témoignage est fragmentaire. Un mécanicien se rappelle d'un homme taciturne. Un routard se souvient d'une conversation brève, sans détails personnels. Un employeur occasionnel évoque quelqu'un de compétent, mais distant. Murdoch ne raconte jamais sa vie. Il écoute. Il observe. Il reste vague. Cette stratégie, volontaire ou non,
rend toute tentative de le cerner extrêmement complexe. Les enquêteurs découvrent qu'il a l'habitude de changer régulièrement de véhicule, parfois d'apparence, qu'il se déplace sur de longues distances sans objectif clair, qu'il connaît bien les zones isolées, les routes secondaires, les endroits où l'on peut s'arrêter sans attirer l'attention. Ce n'est pas un homme qui fuit après les faits. C'est un homme qui a toujours vécu comme s'il pouvait disparaître à tout moment. Lorsqu'il est interrogé, Murdoch se montre calme. Pose. Presque détaché. Il ne se contredit pas de manière flagrante, mais ses réponses restent floues. Il minimise. Il esquive. Il ne donne jamais plus que ce qui est strictement nécessaire. Il nie toute implication. Il affirme ne se souvenir de rien de précis. Il se présente comme un voyageur parmi d'autres. Ce comportement intrigue autant qu'il frustre. Car rien, dans son attitude, ne correspond à l'image attendue d'un homme sous pression. Il ne semble ni paniqué, ni acculé. Il agit comme quelqu'un habitué à l'idée de n'être qu'un passage. Le dossier qui se construit contre lui repose alors sur une accumulation patiente d'éléments indirects. Des traces de déplacement, des correspondances de dates, des observations sur un véhicule, des incohérences mineures qui, mises bout à bout, dessinent un tableau plus précis. Mais ce tableau reste fragile. La défense exploitera cette fragilité. Elle soulignera l'absence de preuves directes, l'environnement immense dans lequel les faits se sont déroulés, la difficulté de distinguer un homme parmi des milliers de routards qui empruntent les mêmes routes. Pour l'opinion publique, l'affaire devient troublante. Comment juger un homme que personne ne connaît vraiment? Comment condamner quelqu'un qui semble presque n'avoir jamais existé socialement? Le procès met en lumière un contraste saisissant. D'un côté, une enquête méthodique, patiente, presque obsessionnelle. De l'autre, un homme qui continue à se tenir à distance, comme s'il observait sa propre histoire de l'extérieur. Murdoch ne cherche pas à convaincre. Il ne cherche pas à séduire. Il ne cherche même pas à expliquer. Il se contente d'être là, physiquement présent. Mentalement opaque. Ce silence devient presque un élément central de l'affaire. Chaque absence de réaction alimente les interprétations. Chaque non-réponse devient un espace que l'imaginaire collectif tente de combler. Et c'est peut-être cela qui rend ce chapitre si dérangeant. L'idée qu'un homme puisse passer toute une vie à éviter les contours nets, à ne jamais se définir, à ne jamais se fixer. Lorsque la justice finit par trancher, une chose est claire. Même identifié, même jugé, Bradley John Murdoch reste fidèle à ce qu'il a toujours été. Un homme difficile à saisir. Un homme sans récit. Un homme qui, même au cœur de l'enquête, continue d'échapper au regard. Lorsque le verdict tombe, une partie du pays pousse un soupir de soulagement. Bradley John Murdoch est condamné à la réclusion à perpétuité. Officiellement, l'affaire est close. Mais pour beaucoup, ce jugement n'apporte pas de véritable conclusion. Il met un point final juridique à une histoire qui, humainement, reste profondément inachevée. Durant tout le procès, Murdoch est resté fidèle à ce qu'il a toujours été, opaque. Peu d'émotions visibles. Peu de réactions. Il écoute, observe, mais ne se livre jamais. Son attitude n'est ni provocante, ni ouvertement hostile. Elle est simplement distante, presque absente. Ce silence intrigue d'autant qu'il dérange. Car dans les grandes affaires criminelles, le public attend souvent une chose, une explication. Un moment où tout s'éclaire. Une phrase, un regard, un détail qui permettrait de comprendre comment un homme en arrive là. Avec Bradley Murdoch, rien de tout cela n'arrive. Il ne cherche pas à raconter son histoire. Il ne tente pas de se justifier publiquement. Il ne donne aucune clé psychologique aux enquêteurs, aux journalistes ou au public. Il laisse derrière lui un vide narratif, comme s'il refusait jusqu'au bout d'exister dans le regard des autres. Une fois incarcéré, Murdoch ne change pas fondamentalement de comportement. Il s'adapte à l'univers carcéral avec la même discrétion que celle qui a marqué sa vie sur la route. Il parle peu. Il se mêle rarement aux autres détenus. Il ne cherche ni confrontation ni reconnaissance. Pour les gardiens et les observateurs, il apparaît comme un homme qui a passé sa vie à survivre seul, et qui continue simplement à le faire dans un autre décor. Ce qui frappe, c'est l'absence totale de récit personnel. Murdoch ne cherche pas à contrôler la manière dont on parle de lui.
Il ne tente pas de façonner une version alternative des faits. Il laisse les autres raconter à sa place. Et pourtant, même racontée par les autres, son histoire reste floue. Les enquêteurs eux-mêmes reconnaissent que, malgré la condamnation, de nombreuses zones d'ombre subsistent. Son passé est fragmenté. Ses déplacements avant les faits sont difficiles à reconstituer avec précision. Son parcours ressemble davantage à une succession de traces effacées qu'à une trajectoire claire. Contrairement à d'autres affaires, il n'y a pas de journal intime retrouvé, pas de lettres, pas de confidences tardives. Murdoch ne laisse aucun matériau émotionnel derrière lui. Il devient alors moins un personnage qu'une absence. Dans les années qui suivent sa condamnation, l'attention médiatique diminue. D'autres affaires émergent. D'autres visages remplacent le sien dans l'actualité. Lentement, Bradley John Murdoch retourne à ce qu'il a toujours été, un homme dont on parle de moins en moins. Mais pour ceux qui s'intéressent à son histoire, une question demeure. Comment un individu peut-il traverser une vie entière sans jamais vraiment se raconter? Sans jamais se définir autrement que par le mouvement, l'évitement, le retrait? Murdoch n'a jamais construit de foyer durable. Jamais entretenu de relations longues et profondes. Jamais revendiqué une identité sociale claire. Même condamné, même enfermé, il reste fidèle à cette logique. Ne rien offrir aux autres qui puissent permettre de le comprendre. Certains spécialistes estiment que cette opacité n'est pas un hasard. Quel est le résultat d'une vie entière passée à éviter l'attachement, la responsabilité, le regard prolongé des autres? Une manière de se protéger, peut-être, ou simplement de disparaître à l'intérieur même de sa propre existence. Bradley Murdoch n'a pas seulement vécu sur les routes. Il a vécu hors récit. Et c'est peut-être ce qui rend son histoire si dérangeante. Car même privé de liberté, même enfermé dans un espace clos, il continue à échapper à ce que l'on attend le plus, une vérité racontée. La justice a rendu son verdict. Les dossiers sont classés. Les archives sont complètes. Mais l'homme, lui, reste incomplet. Et dans le silence de sa cellule, Bradley John Murdoch demeure ce qu'il a toujours été. Un routard invisible. Un homme sans ancrage. Quelqu'un qui, même condamné, ne laisse derrière lui qu'une silhouette floue. Bradley John Murdoch n'a jamais été une figure publique. Il n'a jamais cherché la reconnaissance. Il n'a jamais construit d'identité sociale forte. Toute sa vie, il a fui l'ancrage. Les attaches. Les regards prolongés. Son histoire pose une question troublante. Peut-on passer une vie entière à disparaître, même lorsqu'on est au centre de l'une des plus grandes affaires criminelles d'un pays? Murdoch n'a jamais laissé grand-chose derrière lui. Ni explication. Ni confession. Ni véritable portrait. Seulement une trace floue, perdue quelque part entre les routes infinies et le silence du désert. Et parfois, ce sont précisément ces histoires-là qui restent le plus longtemps en tête. Celles où l'homme, même capturé, reste introuvable.